Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous présenter une introduction à la chimie. Cette introduction est destinée aux deuxième année du baccalauréat série sciences physiques et il est intitulé « Les questions qui se posent aux chimistes ». On va tout d'abord commencer par citer les objectifs de cette introduction. Le premier objectif sera de faire l'inventaire des activités du chimiste et les enjeux de la chimie dans la société. Le deuxième objectif sera de dégager quelques questions qui se posent aux chimistes dans ses activités professionnelles. Et le dernier objectif sera de connaître le programme de la chimie de cette année, c'est-à-dire la deuxième année du baccalauréat. Le premier objectif sera de faire l'inventaire des activités du chimiste et les enjeux de la chimie dans la société. Le deuxième objectif sera de dégager quelques questions qui se posent aux chimistes dans ses activités professionnelles. Et le dernier objectif sera de connaître le programme de la chimie de cette année, c'est-à-dire la deuxième année du baccalauréat. Alors, avant d'arriver à nos objectifs, on va commencer par donner une définition à la chimie. Alors, la chimie est une science de la nature expérimentale qui étudie la composition de la matière. Elle s'intéresse ainsi aux éléments qui constituent la matière, atomes, ions, etc., à leurs propriétés et aux liaisons chimiques qui peuvent se créer entre eux. La chimie étudie également les transformations de la matière qui font intervenir des modifications sur les couches externes de la matière. Alors, en se basant sur cette définition, on va poser quelques questions. La première question, quels sont les domaines de la chimie ? La deuxième question, quelles sont les activités du chimiste? La troisième question, quel est l'impact de la chimie sur la vie quotidienne et sur l'environnement? Et la dernière question, quelles sont les questions qui se posent aux chimistes? On va commencer par répondre à la première question. Quels sont les domaines de la chimie? Le premier domaine de la chimie est appelé la chimie lourde. Elle s'intéresse à la fabrication de produits en grande quantité et à faible coût. Ces produits servent de matière première pour différentes applications industrielles. Les produits issus de la chimie lourde ont une faible valeur ajoutée et ont une large diffusion. Cette chimie est composée de deux sous-secteurs. Le premier sous-secteur est appelé la chimie organique et le deuxième sous-secteur est appelé la chimie minérale. Pour la chimie organique, elle traite principalement de la pétrochimie et de son aval, les matières plastiques et le caoutchouc synthétique. Pour la chimie minérale, elle utilise essentiellement l'eau, l'air, le sel, le soufre
les phosphates pour produire de l'acide sulfurique et ses dérivés, de la soude et des engrais. Le deuxième domaine de la chimie est nommé la chimie de spécialité. Elle est orientée vers la synthèse de composés moins complexes et à coût modéré, tels que les colorants et les détergents. Le dernier domaine de la chimie est appelé la chimie fine. Elle élabore des composés complexes en faible quantité et à coût élevé. Ces secteurs d'activité sont l'industrie de l'hygiène et de la beauté, tels que les parfums et les molécules actives, l'industrie de la pharmacie qui s'intéresse à la fabrication des principes actifs pour les médicaments, et le dernier secteur d'activité est l'industrie agroalimentaire qui s'intéresse à la fabrication des arômes, des additifs et des antioxydants. On passe maintenant à la deuxième partie. Quelles sont les activités du chimiste? Les activités du chimiste sont nombreuses et diversifiées, parmi lesquelles on cite premièrement la séparation des espèces chimiques en utilisant plusieurs techniques que vous avez déjà étudiées les années précédentes, comme la filtration, l'extraction par solvant, la distillation et la chromatographie. Parmi les activités du chimiste, on trouve aussi l'identification des espèces chimiques à l'aide des propriétés physico-chimiques telles que la température d'ébullition, la température de fusion, la densité, la solubilité, l'indice de réfraction, etc. Un chimiste aussi, il purifie les produits fabriqués pour éliminer les impuretés et les rendre plus purs. Un chimiste, il analyse l'eau, l'air et les produits alimentaires pour contrôler leur qualité. Et un chimiste, il recycle les matériaux pour lutter contre la pollution et préserver les ressources naturelles et les matières premières. On passe maintenant à la troisième partie. Quel est l'impact de la chimie sur la vie quotidienne et sur l'environnement? On commence par l'impact de la chimie sur la vie quotidienne. Alors la chimie est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle contribue à ses besoins en nourriture et médicaments, en vêtements et habitations, en énergie et matières premières, en transport et communication. Deuxièmement, l'impact de la chimie sur l'environnement. Alors, l'impact de la chimie sur l'environnement apparaît dans sa participation à la lutte contre la pollution par l'intervention du chimiste pour traiter
les eaux usées et les déchets. Analyser l'air pour contrôler sa qualité. Recycler les matériaux. Et pour lutter contre l'effet de serre. On passe maintenant à la quatrième partie. Donc, quels sont les exemples de questions qui se posent aux chimistes? Plusieurs questions peuvent se poser aux chimistes, parmi lesquelles on cite la transformation d'un système chimique est-elle toujours rapide ou elle peut être lente? La transformation d'un système chimique est-elle toujours totale ou elle peut être limitée? Le sens spontané de l'évolution d'un système est-il prévisible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prévoir le sens spontané de l'évolution d'un système? Ce sens peut-il être inversé? Comment peut-on contrôler les transformations de la matière? Et bien sûr, le but du programme de la chimie de cette année vise à répondre à ces questions. Dans la cinquième partie, on s'intéresse à ce programme qui est divisé en 4 parties. La première partie traite les transformations rapides et les transformations lentes d'un système chimique. La deuxième partie s'intéresse aux transformations non totales d'un système chimique. La troisième partie est consacrée au sens d'évolution d'un système chimique. Et la dernière partie s'intéresse à la méthode de contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. Pour la première partie, transformation rapide et transformation lente d'un système chimique, il est constitué de 2 unités. Dans la première unité, on va étudier les transformations lentes et les transformations rapides. Et dans la deuxième unité, on va s'intéresser au suivi temporel d'une transformation et la vitesse de la réaction. Pour la partie 2, les transformations non totales d'un système chimique, il est divisé en 3 unités. Alors, la première unité traite les transformations chimiques qui ont lieu dans les 2 sens. La deuxième unité s'intéresse à l'équilibre d'un système chimique. Et la troisième unité traite les transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Pour la troisième partie, sens d'évolution d'un système chimique, il est composé de 3 unités. Alors, dans la première unité, on va étudier l'évolution spontanée d'un système chimique. Dans la deuxième unité, on va s'intéresser aux transformations spontanées dans les piles et la récupération de l'énergie. Et dans la dernière unité, on va étudier les exemples de transformation forcée. Pour la quatrième partie, méthode de contrôle de l'évolution des systèmes, elle est divisée en 2 unités. Pour la première unité, il traite les réactions d'estérification et
l'hydrolyse. Et la deuxième unité s'intéresse au contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. On va terminer par un exercice d'application dont l'énoncé est le suivant. Parmi les activités d'un chimiste, on trouve l'identification des espèces chimiques. Un chimiste désire vérifier si une huile essentielle de la lavande H contient du linalol L, de l'acétate de linalyle A ou du citral C. Il a réalisé la chromatographie sur couche mince, dont le résultat est présenté ci-contre. La première question, donnez brièvement le but d'une chromatographie. La deuxième question, combien dénombre-t-on de constituants dans l'huile essentielle de la lavande? Et la troisième question, quels constituants a-t-on identifiés dans cette huile essentielle? Je relis l'exercice d'application. Parmi les activités d'un chimiste, on trouve l'identification des espèces chimiques. Un chimiste désire vérifier si une huile essentielle de la lavande H contient du linalol L, de l'acétate de linalyle A ou du citral C. Il a réalisé la chromatographie sur couche mince, dont le résultat est présenté ci-contre. Donnez brièvement le but d'une chromatographie. La deuxième question, combien dénombre-t-on de constituants dans l'huile essentielle de la lavande? Et la troisième question, quels constituants a-t-on identifié dans cette huile essentielle? Alors, pour la première question, donnez brièvement le but d'une chromatographie. Alors, la chromatographie est une technique physique qui permet de séparer les espèces chimiques contenues dans une substance et de les identifier. Combien dénombre-t-on de constituants dans l'huile essentielle de la lavande? On dénombre 4 constituants dans l'huile essentielle de la lavande. Pourquoi? Parce que au niveau de H, qui correspond à l'huile essentielle de la lavande, on a la séparation de 4 tâches. Et chaque tâche correspond à un constituant. Donc, puisqu'on a 4 tâches, alors on a l'apparition ou bien on a 4 constituants. Quels constituants a-t-on identifié dans cette huile essentielle? Les constituants identifiés dans cette huile essentielle sont l'acétate de linalyle A et le citral C. Pourquoi? Parce que la tâche de l'acétate de linalyle et la troisième tâche de l'huile essentielle de la lavande ont une même distance de la ligne de dépôt. La même chose pour la tâche du citral. Donc, la tâche du citral et la deuxième tâche de l'huile essentielle de la lavande ont la même distance de la ligne de dépôt, et on sait d'avance que deux tâches qui ont la même distance de la ligne de dépôt correspondent au même constituant. C'est-à-dire que la deuxième tâche de l'huile essentielle de la lavande correspond au citral et la troisième tâche de l'huile essentielle de la lavande correspond à l'acétate de linalyle. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec une vidéo sur la chimie.
Dans une vie quotidienne, on est entouré d'aspects de chimie et en particulier, tout le monde connaît bien les plastiques et tous les matériaux composites, qu'ils soient dans les vêtements, dans les meubles, dans les planchers. Donc la chimie est partout autour de nous, incluant les médicaments, évidemment, incluant les couleurs fantastiques qu'on a aujourd'hui, incluant les odeurs. La chimie nous entoure complètement. Déjà, chez les anciens Grecs et chez les Romains, on connaissait déjà beaucoup de la chimie. En fait, ils connaissaient déjà les métaux comme le cuivre, comme le zinc, comme le fer, qu'ils avaient appris à traiter. Donc, ce sont les éléments de base de la chimie. On connaissait aussi plusieurs médicaments sans vraiment savoir que c'était de la chimie, mais c'était quand même une certaine forme de chimie. Et on connaît tous, au niveau du Moyen Âge, les fameux alchimistes qui, malgré la réputation qu'on leur a fait, faisaient beaucoup de chimie, apprenaient beaucoup de chimie, mais ils y mêlaient un peu les superstitions, des aspects de religion, ce qui fait qu'ils ont été un peu les laissés pour compte de l'histoire de la chimie, mais ils avaient progressé beaucoup. Ensuite, on connaît tous le père de chimie moderne, qui s'appelle Lavoisier, qui était un Français, qui, à la fin du 18e siècle, a écrit le premier traité de chimie et elle a expliqué comment fonctionnaient les éléments de base de la chimie, les sels, les acides, les bases, donc c'est à lui qu'on doit toutes ces dénominations-là. Au cours du 19e siècle, la chimie s'est développée aussi rapidement et là, on a vu tout le développement sur la chimie minérale, la chimie inorganique, mais aussi sur la chimie organique, avec des explications de plus en plus claires comment les réactions chimiques se procédaient. Au début du 20e siècle, grande révolution qui est arrivée là, on a conçu ce qu'on appelle la théorie atomique. Là, enfin, on avait une théorie pour expliquer les bases de la chimie, comment les réactions chimiques se faisaient, et aussi on a conçu ce qu'on appelle le tableau périodique, qui est encore une autre façon de classifier les choses. Et si on continue, au cours du 20e siècle, la chimie s'est développée de façon très rapide, la chimie organique en particulier a beaucoup progressé, synthèse organique et aussi la synthèse organométallique où on liait les métaux avec la matière organique.